Tout celui qui va au stade des martyrs a besoin de plans. Il a besoin que les stades soient remplis. S'il n'est pas rempli, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à les critiquer. Pourquoi il n'irait pas à l'Athénée de la Gombe? Il n'a pas besoin de foule. Pour le 2 vidéo, il n'y a pas de contradiction possible? Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je ne trouve pas. Donc, du moment où lui-même explique qu'il était devant un public apparemment non chrétien, des gens qui croient aux gens qu'il a cités. C'était un discours peut-être qui passe dans ces cadres-là, afin que ces gens viennent au concert. C'est cela le problème. La problématique, il faut se battre pour que ce pays puisse revenir sur les rails, afin qu'on puisse évoluer. Sinon, c'est compliqué. Et je l'ai dit, la culture des démissionnaires voudrait, lorsqu'on essaye avec ces efforts personnels que ça ne marche pas, on rend les tabliers, afin que ceux qui peuvent changer les choses, qu'ils puissent venir. Est-ce que pour l'ensemble de nos retombes dans le cours du polo, je pense que le président de Bonaïs, la réunion pour tout le monde aussi, pour ça, la réunion pour l'uniforme, pour aussi, pour ça, pour maman, qui a partagé une petite exhortation. J'aimerais qu'avant que nous entendions la vie de notre montant, ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Si quand même que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Le Congo est ce que nous avons de mieux et ce que nous partageons en commun au-delà des divergences politiciennes, religieuses et même philosophiques. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Politikon RDC, l'un des meilleurs canaux d'information. Ici, nous accordons la parole à tous les Congolais, peu importe leur tendance, pour nous dire ce qu'ils pensent de la gouvernance actuelle du pays et de l'avenir du Grand Congo, cet éléphant aux jambes cassées qui essaie de se relever. En tout cas, nous avons donc la responsabilité de vous servir, la responsabilité face à notre histoire. Si chaque génération est confrontée à son histoire, la nôtre ne va pas y échapper. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans cette émission, de vous servir dans cette tribune
qui creuse le sujet d'actualité avec pertinence et sans complaisance. Pour aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir un nouveau visage, Maître Kizito Ngoyi, l'analyste politique qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venu. Merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais juste m'excuser que hier, j'ai eu une perturbation qui ne m'a pas voulu que je puisse être là parmi tes invités d'hier. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être dans ces beaux cadres, ces beaux studios pour parler de la République démocratique du Congo. Et surtout dans cette belle émission Politicon. Parlons de la politique de la République démocratique. Merci beaucoup. Politicon a toujours fait le choix de personnes éclairées pour nous parler, décortiquer l'actualité en profondeur, sans complaisance bien sûr. Nous pensons que vous êtes parmi les personnes mieux placées pour nous parler de ce qui se passe dans notre pays. Et nous pensons que, chers internautes, vous allez passer ici du bon temps de télé avec notre invité, Maître Kizito Ngoyi. Qui est Maître Kizito Ngoyi? Peut-être à titre indicatif, vous avez été au PPRD. Et là, vous vous définissez comme analyste indépendant actuellement. Pourquoi vous avez quitté le PPRD? Parce que l'idéal pour lequel vous avez tant lutté n'était plus respecté ou n'était plus visible? Non, parce que la politique est faite aussi des convictions, des idées que l'on défend, mais aussi question de conscience, voyez-vous. On est là, à un certain moment, on a estimé que certaines propositions aussi importantes qu'on formulait à l'égard des autorités du parti n'étaient pas les bienvenues, alors que nous, de notre côté, on estimait que c'était les chemins et qu'on devrait prendre en son temps. Et malheureusement, on n'était pas compris. Et que jusqu'à ces jours, on a voulu bien évidemment travailler pour la République, mais dans un autre cadre qui est le nôtre aujourd'hui, en observant la classe politique dans son ensemble, comment elle évolue, pour nous permettre que les jours, les semaines, les mois ou les années à venir, on puisse prendre une nouvelle position afin de nous permettre, bien évidemment, de contribuer aussi de notre façon à la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous scriptons, nous observons et aussi nous analysons de notre façon selon que nous percevons les différents points d'actualité et aussi les différentes lignes politiques que les uns et les autres essayent d'afficher devant la scène. Vous aviez mené cette révolution ensemble avec Jimmy Galassi, et bien ces groupes de révolutionnaires du PPRD. Vous voulez, coûte que coûte, la restructuration du parti, mais aussi le départ de Ramazani Shadari. Mais au-delà de votre lutte, certains vous ont collé des intentions de paralyser les partis. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est cela, ça n'avait pas été de paralyser les partis. Et les raisons étaient simple. Nous venions des élections avec un candidat qui a perdu les élections pour des contextes que je pense que même jusqu'à ce jour, il connaît pourquoi il n'avait pas gagné ces élections. Et que déjà le murmure était que c'est de ses lieutenants, d'autres n'avaient pas bien bâti sa campagne. Est-ce que c'était pas parce qu'on était dans un duel tant chanté? Non, pour éviter que... On n'a pas du tout. Pour éviter que qu'il puisse se venger en dirigeant les partis, voyez-vous, il serait mieux qu'on prenne quelqu'un d'autre qui puisse diriger ces partis. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison était simple. C'est qu'on a vu en plein jour, voyez-vous, la présidente de l'Assemblée nationale à son temps, Janine Mabunda, qui gardait jusqu'à ces jours-là le poste de présidente de la Ligue des femmes de notre parti, être destitué à l'Assemblée nationale sans qu'aucun camarade ne puisse réagir, sans qu'aucun militant ne puisse, ne fût-ce que même sortir dans une rue, c'est pas moi de Selembao, pour revendiquer quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'explication politiquement parlant. Ça ne s'est pas limité là. Le Premier ministre de son temps
est parti dans le contexte que tout le monde connaît, Sylvestre Ilunga, alors que un cadre aussi du parti. Et donc, on avait compris qu'il y avait des orientations totales, les choses n'étant pas au point. Il a fallu qu'on demande pas qu'il quitte les partis ou les camarades à l'époque, les SP Chadari, mais au moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse fédérer et faire les rappels des troupes afin qu'on puisse prendre... Créer une sorte d'un comité de crise. Malheureusement, on n'a pas été compris. On nous a taxé qu'on était soudoyé à l'Union Est-ce sacrée. qu'aujourd'hui, vous regrettez cette action ou avec l'évolution de choses et des événements, des enjeux, vous avez le sentiment que le temps vous donnerait à faire raison? Donc l'État nous donne raison parce que, regardez bien, depuis bien longtemps, rien n'a bougé, rien n'a marché de leur côté. Ils sont là dans un silence total, ne suivant aucune direction. Je ne sais pas trop parler de ce qui s'est passé, jusqu'à aller aux élections, n'alignant aucun candidat à ces jours. Et voilà, il y en a qui parlent gauche-droite, bon, c'est leur droit, on les concède. À ces jours, qu'est-ce qu'ils pouvaient mieux proposer ou mieux faire face à ces régimes? Vous pensez qu'ils avaient une alternative ou une donne à faire valoir face à ces régimes? Il n'y a pas un domaine aussi le plus difficile et le plus exigeant que la politique. Parce que la politique parle de la vie des autres, de la République. Donc, ceux qui pensent parler des autres doivent être exigeants envers eux-mêmes. Et donc, ne pas prendre part au débat constructif de la nation, ce n'est pas vouloir évoluer la nation. Voyez-vous, il faut prendre part au débat, il faut venir avec des idées, parce que l'air est à la montre. Ceux qui avaient 18 ans hier, ils ne l'ont pas aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui avaient 25 ans hier, ils ne l'ont pas aujourd'hui. On fait la course contre la montre. La montre évolue. Or, les attentes des mères là, il faille des hommes, parce que même Dieu de la Bible a marché avec les hommes. Il faut des hommes courageux, mais des hommes courageux, mais aussi éclairés pour ouvrir les chemins pour les autres. Ce n'est pas pour rien que vous entendez dans la Bible qu'on a parlé de Moïse, qu'on a parlé de tous les autres qui ont libéré les autres peuples. Parce qu'à chaque époque, Dieu choisit toujours des hommes qui viennent libérer les autres. Et donc, ce parti-là qui avait dans son sein plusieurs têtes pensantes de son époque, il pouvait bien évidemment contribuer pour l'avancement du pays. Est-ce que vous n'étiez pas tenté à faire la traversée comme certains de vos camarades? Mais c'est ce que j'ai dit quand je regarde aussi de l'autre côté, j'essaie de voir que les choses sur le plan politique n'évoluent pas. On ne parle pas en politique comme on dirait ngoulou ngoulou. En politique, on y va sur base des convictions, des valeurs telles qu'édictées. Et là, il y a des philosophies, il y a des doctrines, il y a des idées qu'on poursuit en politique pour les matérialiser. Et dans notre pays, le Congo ici, nous avons la plupart des partis politiques sont de gauche. Donc, des sociaux-démocrates, voyez-vous. Et ces partis-là, ils se retrouvent aujourd'hui divisés que sur le plan des individus, mieux de ceux qui disent ces partis. C'est pourquoi vous entendrez qu'on vous parle des kabylistes, alors que Kabila lui-même n'a jamais développé aucune philosophie relative à la Kabylie ou au kabylisme. Mais il y a des gens qui en parlent, et de l'autre côté, vous verrez ceux qui s'identifient un courant nouveau qu'on a voulu créer. Ou tshisekidisme, alors que Tshisekedi lui-même, ni père ou l'actuel président de la République, n'a jamais développé un courant quelconque qui parlerait de tshisekidisme ou des tshisekidistes, bien évidemment. Et donc, nous avons que des opportunistes qui viennent, qui s'imposent, alors que la vraie philosophie est là. C'est la social-démocratie, PPRD. INC, IDPS, PALU, pas MLC, partout, c'est la social-démocratie. La plupart. Mais au nom de quoi nous nous retrouvons dans des camps différents en train de se tirer à balles rouges matin, midi, soir? Parce que nous partageons la même philosophie, qui est ici les valeurs connues de tous, la solidarité, l'égalité. Toutes ces valeurs font que nous puissions nous mettre tous autour d'une même table et voir comment nous pouvons gérer ce pays dans 10 ans et quels sont les résultats qu'on peut attendre. Voyez-vous, mais malheureusement, on attend que... En tant qu'observateur indépendant, vous êtes affaré, dessus, désappointé, quand vous voyez la gouvernance aujourd'hui du pays par le pouvoir qui est là? Oui, parce que le pouvoir actuel aujourd'hui, ces régimes
ou s'est regroupé dans ce que eux-mêmes ont appelé Union sacrée. Sans que dans cette plateforme qui est quelque chose, une idée bien éclairée là-dessus. On nous parle la vision du chef de l'État qui est de l'autre côté, mais sur le plan politique, des structures bien établies qui peuvent être en train de suivre ce qu'ils ont mandaté dans les institutions pour mettre en place ce qui a été décidé, nous n'en voyons presque pas. Voyez-vous, ça c'est un problème et c'est une lutte qu'on doit mener maintenant avec la nouvelle génération. Il faut qu'ils comprennent ces choses, qu'on ne vient pas en politique pour chercher des postes, on vient en politique pour régler les vrais problèmes qui existent. Et au Congo, notre pays, nous avons des vrais problèmes qui existent, qui demeurent sans solution depuis des années. On doit apporter des solutions coûte que coûte. Sinon, depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous passerons et ce pays, il restera là où il est, là où il avait été en 1960, et ce qui est dommage. Merci beaucoup, Maître Kizito Ngoyi, pour cette précision magistrale. L'actualité en République du Congo, vous savez, chaque jour, il y a des choses qui se passent. C'est le grand concert du pasteur Mike Kalambayi qui est prévu pour ce 27 juillet au stade de Martyrs dénommé Explo Celebration. Eh bien, hier, une vidéo qui a fait le tour de réseaux, de canaux sociaux. Et dans cette vidéo, l'homme de Dieu essaie de parler de son concert en vue. Et il parle de l'ampleur et de l'engouement que suscite son concert. Il promet battre le record du plus vieux nombre de spectateurs qui restent jusqu'alors détenus par l'artiste musicien Werason. Eh bien, ces propos ont été analysés diversement au sein de l'opinion. Alors, je vous convie de regarder cette vidéo et nous allons revenir sur ce plateau et voir ce qu'en pense notre invité. Regardez. Ça m'a permis que ma concert de l'épée dans la martyre, bah oude, bah fali, bah patati patata. Ça m'a dit calmez. T'allez là bango. Dans ça jimele, bah où elle est bah qui avant. Bah comme mon concert na nous bah mon na vina bah. Mais ça qui quand même cette organisation, fali a eu ça roya. On avait fallu aider ça roya. Aussi je vais l'inviter. Mais Moutounalini pour rater de l'inviter à mon Werason. Pour nous inviter pour la nini. À tout n'a point. Ça le vite na okata. On y a ça inviter Werason pour la nini. Il y a beaucoup de gens benga et na mona que tirer l'invitation. Tout n'a pour la nini. Pourtant on va checker la palmarès les plus pleins du stade de Martyrs de Werason. Si on a retourné il y a Wera yebisa na est-ce que gokan. Voilà, vous avez suivi. Est-ce que s'agit-il d'un bad buzz ou d'une stratégie de com, ou encore l'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambayi, a-t-il été piégé? On n'en sait rien pour l'instant, mais tout ce que nous savons, c'est que cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, elle est partie très vite comme une drainée de poudre, alors qu'il y a quelques jours, l'homme de Dieu, dans une conférence de presse, parlait de son concert, mais avec des mots et un vocabulaire beaucoup plus choisi. Alors, nous vous convions de suivre aussi cette autre vidéo qui est passée inaperçue au sein de l'opinion. Comme on a toujours dit, les mauvaises choses vont très vite. Mais les choses qui édifient parfois, elles sont cachées. Regardez ça et nous pensons que cela va vous inspirer. Il est important de savoir quelque chose. Est-ce que Yango Kakande Tozo Kende le stade? Vraiment, tout est un stade pour avoir ça plein. Et on ne peut pas viser plus que le plein. Sincèrement, ici, je vais vous dire une chose, c'est que nous avons visé deux choses majeures. Premièrement, nous allons au stade pour élever la personne de Christ, pour célébrer Jésus. La première raison. Deuxièmement, parce que nous y allons pour édifier toutes ces personnes qui seront venues. En d'autres termes, nous ne visons pas, on n'avons pas au stade pour remplir le stade. Nous allons au stade pour remplir ceux qui viendront au stade. C'est-à-dire que, parce qu'après, nous rentrons les mêmes personnes. Mais ce n'est pas différent de tout ce qui s'est fait à gauche, à droite. Ce n'est pas différent d'une réunion à mutualité.
beaucoup de musique, après, il faut qu'une vie soit transformée. Il faut qu'une âme soit gagnée à Christ. Et toutes les fois, tout ça, soit disant en Zambé, mais nous ne mettons pas en avant les intérêts du royaume. Sincèrement, c'est pour nous-mêmes qu'on l'a fait. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Rassurez-vous que tous ces moyens, tous ces millions qu'on a dépensés là, par ma Djabou Gospel, Papa Roy et Maman Mariam, c'est même ne serait-ce que pour une âme qui peut être gagnée à Jésus. Et ça, nous allons nous rassurer que il faut que nous n'amourons un petit camarade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la vidéo d'avant et la nouvelle vidéo qui fait le buzz? Est-ce que l'homme de Dieu a-t-il été piégé ou l'homme de Dieu s'est contredit? Est-ce que nous ne pouvons pas célébrer Dieu, invoquer le nom de l'Éternel des armées, tout en visant aussi les plans? Ce sont des questions que nous nous posons. Et sur ce plateau, nous avons Maître Ngoï. Izito, qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez de cet épisode? Bon, en réalité, ça ne devrait pas faire l'objet de buzz, ni de polémiques, comme on entend parler. Parce que dans un concert public, il peut ne pas inviter les gens qu'il a cités. Des Fali, des Kofi, des Ouera et tout consort. Et si d'eux-mêmes, ils venaient répondre au concert, les gens vont encore polémiquer ou ils vont faire quoi? Encore que, est-ce que ces gens-là, ils sont des dieux ou ils ne le sont pas? Vous savez, le diable n'a jamais créé. Tous ces hommes que vous voyez là, c'est Dieu qui a créé ces gens. Et s'il y aura un jugement, chacun de nous, il passera ces jugements-là d'une manière ou d'une autre. Et qu'il n'y a que celui qui est au ciel qui pourra trancher sur les sorts de quiconque. Donc il ne revient pas à nous, soi-disant chrétiens, pour condamner les autres, entre parenthèses. Les gens estiment que l'homme de Dieu a marqué sa communication. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a une hypocrisie. Si pas une hypocrisie, il y a une façon de voir les choses que c'est généralement qui nous prêchent. Ils ont créé des mythes sur certains sujets aussi importants de la société. Voyez-vous, ces gens, ils ne reviennent pas à un homme qui a le sang et l'eau dans son corps pour dire que taxer tel, puisqu'il n'a pas chanté pour Dieu, il est du diable. Il ne peut pas venir à l'église, il ne peut pas venir aux activités dites chrétiennes. Non. Le problème, ça, c'est une erreur. Le problème, d'abord, ce n'est pas... Et quand il le dit que tel, il peut venir, je ne vois pas... Le problème, ce n'est pas d'abord ça, bien que l'homme de Dieu est revenu à la charge en présentant ses excuses, parce que sa manière de communiquer a été très, très mal considérée au sein de l'opinion. L'opinion n'a pas apprécié cette communication de l'homme de Dieu. On se pose la question, pourquoi aller au stade et vouloir tout simplement les plans? Mais est-ce que Dieu tirerait gloire de cette manière de faire les choses? D'abord, il ne faut pas se tromper. Et s'il n'avait pas besoin de plans, il n'irait pas au stade des martyrs. Tout celui qui va au stade des martyrs a besoin de plans. Il a besoin que les stades soient remplis. S'il n'est pas rempli, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à les critiquer. Pourquoi il n'irait pas à l'Athénée de la Gombe? Il n'a pas besoin de foule. Pourquoi il n'irait pas sur d'autres terrains, à Lemba, partout, Bandal? Est-ce que les dire aussi si haut? Est-ce que c'est calibré? Parce qu'on a suivi. Avant lui, c'était son collègue pasteur, Moïse Mbie, qui a fait le plan aussi, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit pour se faire entendre ou pour attirer les gens. Moi, j'estime il est en pleine campagne. Est-ce qu'on peut considérer ça comme bruit? Je ne pense pas. Il venait de s'exprimer tout à l'heure sur les antennes de Top Congo. Bien évidemment, il a répondu qu'il était dans un cadre aussi à Yolo, avec des personnes que lui-même qualifie d'une certaine catégorie, bien évidemment, et qu'il devrait approprier son discours à ce public qui était devant lui. Voyez-vous, il a des raisons. Mais moi, ce qui me choque, c'est la réaction des gens qui sont, ou des chrétiens, qui pensent que ces propos ne devraient pas venir de lui. Il ne peut pas inviter les gens. C'est parce qu'on voit de l'orgueil dans ses propos, en quelque sorte. Il n'y a pas d'orgueil.
Il n'y en a pas. Moi, je n'en trouve pas. Voyez-vous, tout celui qui dit, mais pourquoi pour dire que je vais tenir un concert au stade, ça fait débat? Parce qu'on estime que les stades, pour venir là-bas, il faut aller à Otonda. Donc on peut glorifier Dieu et rechercher les plans en même temps. Pourquoi pas quand on va au stade des martyrs? C'est parce qu'on estime qu'il faut qu'il y ait une majorité écrasante qui puisse venir afin qu'on loue ensemble. Qu'on célèbre Dieu ensemble. Et si ces gens-là ne viennent pas, c'est vrai que ceux qui vont venir, ils vont louer, mais c'est comme qui dit l'objectif n'a pas été atteint. Est-ce qu'on peut exclure les deux? Parce que là, quand il parle de l'objectif, et l'objectif c'est de célébrer Dieu, de gagner les âmes, transformer des vies qui viendront au stade, mais aussi, est-ce qu'on peut, en fixant ces deux objectifs, c'est passer de l'objectif de remplir aussi les stades pour la gloire de Dieu? Donc, les deux objectifs, ou encore le 3, si je peux ajouter, peuvent marcher ensemble. Mais d'abord, c'est vrai que nous sommes dans un État laïque, mais toutes les confessions, là, ils se battent pour avoir plus de membres, des adhérents, des fidèles. Qu'il s'agisse des autres, peut-être qui ne s'expriment pas, mais chrétiens, musulmans, je ne sais pas moi, bouddhistes et tous les autres congrégations, ils se battent pour avoir des fidèles. Et lui qui est chrétien, en invitant les gens au stade, et s'ils venaient nombreux, que parmi eux, il y a ceux qui n'ont jamais crié au Seigneur, et qu'ils venaient à croire au salut, mais la gloire revient à Dieu. Si les gens qui ont été cités, les Wera, les Fali, les Kofi, s'ils n'ont jamais cru, et qu'en venant au stade là, ils arrivaient à croire au salut, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas la gloire qui revient à Dieu? Et si les stades étaient remplis, ne fût-ce que par des chrétiens eux-mêmes, qui viennent pour que célébrer ensemble Dieu, prier, puis adorer, louer, danser, n'est-ce pas les tout? Entre les deux vidéos, il n'y a pas de contradiction possible? Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas, je ne trouve pas. Donc, du moment où lui-même explique qu'il était devant un public apparemment non chrétien, des gens qui croient aux gens qu'il a cités. C'était un discours peut-être qui passe dans ce cadre-là, afin que ces gens viennent au concert. Il n'y a pas de péché. Et malgré ce mea culpa, le péché, c'est que c'est des gens qui séparent le monde chrétien et le monde des gens qu'on estime que eux sont, je ne sais pas moi comment, je ne sais même pas les termes. On appelle généralement le monde profane. Hein. Parce que même la Bible elle-même le dit, il faut laisser les blés et l'ivraie croître ensemble. Lorsque le maître de la moisson viendra, il mettra la différence parce qu'il enlèvera les livrets pour l'amener dans les faits et les blés croître normalement. Et donc, il revient à celle Dieu de séparer les catégories de personnes selon qu'il les veut. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, et c'est lorsque les jours du Seigneur arriveront. Malgré son mea culpa, vous ne voyez pas cela avoir de retombées négatives sur son concert qui est prévu pour le 29 Pour l'instant, il faut prêcher, il faut présenter Christ à tout le monde, à Kofi, à Fali, à Werason, à tous les autres, afin de venir croire au Seigneur. Et si ils pensent, ils découvrent qu'ils ne sont pas en train de les servir, qu'ils viennent les servir. Est-ce que ce discours ne va pas se révéler être un obstacle? Un obstacle pour ceux qui ne connaissent pas les choses. Avoir des retombées négatives sur son concert du 27. C'est ce que j'ai dit. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible et qui n'ont jamais été enseignés sur les choses de Dieu, ils trouveront là-dedans des choses qui ne les arrangent pas. Mais pour tous ceux qui sont éclairés par la parole, ils ne trouveront pas de scandale, ils ne trouveront pas de buzz là-dedans. Parce que même les discours, même les pasteurs qui prêchent, ils savent savoir devant quel public ils se retrouvent et quel message, bien évidemment, adapté à ces publics. Voyez-vous, même si pour la plupart, ils se cachent derrière des révélations, alors qu'effectivement, ils ont lu la Bible, ils ont trouvé un discours, un message qu'ils peuvent faire passer à des publics. Et même Dieu, en parlant, il venait à chaque saison, à chaque époque, avec un discours qui correspondait au peuple, à la situation, au virage, mieux à la période que traversait ce peuple. Ce n'est pas pour rien dans le désert, il est venu avec un discours de renfort réconfortant les gens qui traversaient cette période-là. Et que de temps en temps, lorsqu'ils se sont retrouvés dans un moment de fête, il est venu avec un discours de dire, mais faites attention, parce qu'il reviendra un moment où il n'y aura pas pierre sur pierre. Et donc, même Dieu, Christ lui-même, en marchant sur la terre, il y a des moments où il a varié de discours.
Merci beaucoup, Voilà. Maître Kizito. Et donc, l'essentiel pour l'instant, et c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter, puisque moi-même, j'ai déjà mon billet, venez le samedi. Vous serez présent au stade. Je serai là. Ce discours ne vous a pas déstabilisé, Pas du tout. démobilisé, Moi, puisque ces détracteurs ont profité de cette vidéo pour faire la contre-campagne. Moi, je suis chrétien, je partirai louer Dieu le samedi 27. Je pense que je passerai les meilleurs moments avec ceux qui ils seront là pour célébrer Dieu. Merci beaucoup, Maître Kizito. On revient des pieds sur terre. On parle de l'actualité au Congo, la politique. L'Union sacrée est au bord d'une crise latente, qui ne dit pas son nom, une crise apparente. On se pose la question, est-ce maintenant 2028? Est-ce que tout ce qu'on voit au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est en vue du positionnement par rapport au 2028? Parce que beaucoup pensent que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État sera hors jeu et qu'il pouvait être le probable dauphin ou successeur de Félix Tshisekedi. Est-ce que l'Union sacrée, selon vous, était devenue aujourd'hui la cour du roi Péto? L'Union sacrée, oui, mais même le président de la République lui-même sait que c'est son dernier mandat. 2028 ne sera pas candidat d'après notre constitution. Il y a un projet de changement de constitution sur table. On ne sait pas ce projet, on ne l'a pas encore présenté, on ne connaît pas de quoi il s'agit là-bas. Au moins, la constitution qui est en vigueur a délimité le nombre de mandats. Un mandat, une fois renouvelable. Tshisekedi a déjà eu un mandat qu'il a consommé, il est à son second mandat, et qui est d'ailleurs le dernier. Et maintenant, s'il y en a qui estiment qu'en 2028, de son rang, bien sûr, qui vont être des candidats, libre à eux de s'exprimer, de se positionner. Là, il n'y a aucun problème. Afficher des ambitions, bien que ambitions. démesurées, parce qu'on est dans une famille politique où tout est structuré. Lorsqu'on sait déjà que... Et les ambitions doivent être canalisées. Lorsqu'on sait déjà que c'est lui que nous avons soutenu pour le premier mandat et qu'on a soutenu pour son second mandat et constitutionnellement interdit de briguer un troisième mandat et qu'on doit s'exprimer, il n'y a pas des ambitions démesurées. C'est cela le problème. Nous avons une politique de la honte et une politique qui ne sait pas se préparer d'avance. Pourquoi nous avons des gens qui viennent par improviste et finalement ils n'ont aucun cahier de charges, malheureusement. Tout se prépare. Tout se prépare. Et s'ils sont une grande famille politique, je pense, l'Union sacrée, c'est le moment. Ils doivent travailler. Tout le monde n'est pas appelé à travailler au gouvernement. Tout le monde n'est pas appelé à travailler au gouvernement, mais il y a des gens qui sont au sein de cette union sacrée qui estiment qu'ils ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup aidé le chef de l'État et que c'est le moment que le chef de l'État puisse leur rendre l'ascenseur. Et maintenant, au regard de cette situation de confusion, cette quiproquo, ça met l'union sacrée dans un État où on ne sait pas travailler pour aider le mandat de celui qui est là. En 2017, j'ai eu la chance d'aller en Chine sur invitation du Parti communiste chinois. Et la façon dont nous avons trouvé ce parti-là, c'est que il y a des gens qui ne travaillent que dans les structures du parti. Je peux même dire toute leur vie. Ils n'ont même pas la motivation de quitter ces structures pour se retrouver dans des fonctions officielles dans les institutions. Pourquoi? Parce que tout est fait que chacun, là où il est, il trouve son pain normalement et faire vivre. C'est parce qu'ailleurs, on arrive quand même à assurer les minima. Voilà. Ce qui n'est pas, ce qui fait que nous aussi, ici chez nous, nous devons être capables que tous les gens qui sont dans les structures de nos formations politiques aient un salaire suffisant, qu'ils travaillent normalement sur base de ce que doit être le parti 5 ans, 10 ans avant. Voyez-vous, 10 ans après, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ces gens sont comme des forces maîtresses qui ramènent des nouvelles idées à ceux qui chapeautent afin qu'en prenant les décisions qu'ils doivent prendre, soient des décisions à même d'amener la transformation de notre pays. Donc pour vous, cette situation ne sert à rien. La politique de pensée et qu'il faut toujours aller travailler dans les institutions, c'est là que nous avons toujours un problème. Parce que nos institutions là, est-ce qu'on a déjà compté nos institutions?
Et combien de gens doivent y être? Je ne pense pas que nous aurons 1000 membres qui vont travailler dans les institutions. Nous n'avons pas 1000 sociétés dans ces pays. Et s'il faut, quand on parle de mandataires, on en aura peut-être à peine 50, par exemple. À peine 100, s'il faut exagérer. À peine 200, s'il faut aller au-delà. Et donc, le problème, c'est cela qu'on dit, il faut avoir une politique générale qui est à même de prendre les idératas du peuple afin que chacun puisse trouver son compte. Et si vous parlez de Fumuntoto qui estime qu'ils ont accompagné les chefs de l'État... Il y a aussi l'AFDC qui revendique autant de postes ministériels. Qui c'est? L'AFDC de Batilou Kwebo. Et voilà. Et donc, là, c'est un combat à l'interne. Ils savent comment faire pour arriver à obtenir les remaniements, afin que ceux qui sont là tombent et que les autres entrent dans les bateaux, même si on sait que c'est la politique des hautes toits de là que je m'y mette, qu'en réalité, on n'apporte rien comme solution. Chacun voudrait avoir une Jeep, une parcelle et quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais le problème n'est pas là. Et on ne peut même pas prêter oreille à tout ce qui sera. Est-ce qu'à partir du moment où on agit de cette façon, est-ce qu'on est conscient de résultats ou de solutions qu'on doit donner aux problèmes de compatriotes congolais? On n'est pas conscient parce que nous sommes là plus de 3 décennies. La RDC est toujours dans une posture telle que on ne sait pas comprendre. La guerre à l'Est ne sait pas finir. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette guerre-là là. C'est dire qu'on n'a jamais réfléchi comment mettre définitivement fin à ces fléaux. 30 ans. On n'y travaille pas assez. On n'y travaille pas assez. Il y a un système qui est mis en place. Malheureusement, nous sommes incapables de déjouer ce système de l'Est. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un, vous voyez, on était avec Nanga Kinshasa. Il peine, il quitte, il est à l'Est, il devient la tête des fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut neutraliser Nanga et quelqu'un d'autre prendra la relève. Puisque le système est là. Ils les ont mis en place. Donc c'est important à ces jours qu'on travaille non pas pour nous-mêmes, mais pour mettre ces pays dans des conditions normales telles que tout Congolais partout où il se retrouve, qu'il puisse être fier de son pays. C'est ce qui est primordial et c'est ce qui est nécessaire. Et maintenant, ceux qui travaillent pour avoir des postes, même s'ils ne viennent pas avec des propositions qui peuvent changer le pays, moi je ne trouve pas important. Et je ne pense même pas que Tshisekedi peut disposer de son temps pour écouter ces gens. Il est temps, lorsqu'il ouvre son écran, qu'il nous suive, qu'il comprenne que nous avons des idées à même de transformer qu'il prenne les propositions utiles. Et ces idées-là, la transformation de ces pays ne partira pas de nulle part que si c'est dans nos formations politiques. Parce que c'est dans nos partis. Ça doit partir de là. C'est de là que les gens arrivent à conquérir le pouvoir et arrivent à être nommés, casés dans des postes. Et donc, il faut déjà partir de là que les choses soient claires. Comment voulez-vous comprendre que nous ayons plus de 700 partis politiques qui sont majoritairement de la même tendance, qui parlent la même chose, mais qu'on soit toujours opposés? Pourquoi? On est opposé parce que la figure de X, Y ne me plaît pas, ou on est opposé parce que les idées prônées par tel parti ne sont pas même d'apporter les solutions dans notre pays. Voyez-vous? Et donc, ce débat, il est important. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, c'est cela le débat. Voyez-vous? Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a un problème de coordination ou un problème de vision? Pourquoi les gens se comporteraient de cette façon dans une famille politique qui a une charte, qui a l'autorité morale de référence? Parce que on laisse faire les choses et c'est la cour du roi Péto maintenant. Parce que vous le savez que l'Union sacrée n'a jamais été aux élections. Et l'Union sacrée n'a jamais eu un candidat président de la République, un candidat député national, provincial, ni un candidat député conseiller municipal. L'Union sacrée n'a jamais été aux élections. C'est cela la première difficulté qu'on a toujours dans ces pays lorsque nous allons aux élections. Nous allons aux élections selon nos regroupements ou partis politiques, mais nous sortons là avec une plateforme. Malheureusement.
Parce que aucun parti politique, mieux, aucun regroupement n'a jamais eu la majorité des députés à l'Assemblée nationale. 250 plus 1. Jamais pour gouverner. Voyez-vous? Et cette réalité, nous la connaissons depuis qu'on a commencé le roulement électoral. 2006, nous avons une réalité telle que tous les partis qui sont partis, aucun n'a eu la majorité. Mais nous continuons quand même à créer. Le ministère de l'Intérieur continue toujours à accorder les arrêtés, les agréments à ceux qui veulent se regrouper. Bon, ce n'est pas grave. Mais au moins, la réalité, elle est là. Bon, on se regroupe pour quel objectif? Est-ce que de conserver le pouvoir, le conquérir? Mais on peut, dans ces contextes, simplement, on se regroupe pour se positionner dans ces contextes, et créer des forces. On ne peut pas conserver le pouvoir parce qu'on n'est pas majoritaire. Et comment on fait? On trouve les raccourcis. C'est là que commence à voir les systèmes de débauchage. La majorité obèse. Gauche-droite, il faut déstabiliser tel parti politique, il faut les fragiliser, il faut débaucher, il faut prendre, comme ça on y arrive. Et c'est là qui amène même la mort des uns. Dans ce contexte, et c'est devenu démoniaque. Les jeux qui devraient être clairs, simples, et qu'il fallait militer pour qu'on ait quand même une forme comme État. Ailleurs, vous avez ceux de gauche, vous avez ceux de droite, et quelques-uns qui sont des centristes, ils se battent sur base des idées, et les meilleurs l'emportent. Qu'il est temps aujourd'hui, et que lorsque nous irons aux élections de 2018, que le parti qui ne sera pas à même d'amener la majorité des partis des sièges, donc qu'ils ne puissent pas s'aligner, qu'on forme alors des grands blocs. Voyez-vous, que c'est des gauches, les blocs idéologiques. Les blocs idéologiques, que c'est des gauches se réunissent d'un côté, c'est des droites, les MLC, et les envols de Délices et Sang et les autres qui se mettent de leur côté et que ceux qui estiment qu'ils peuvent être au centre des histoires des partis de Mosito et les autres, qui se mettent d'un côté, et puis on évolue. Et qu'attend le chef de l'État, l'autorité morale de référence, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée, pour siffler la fin de la récréation? C'est là qu'il doit Parce que ça devient de trop. C'est là qu'il doit imposer son leadership. Puis s'il n'arrive pas à réussir de ses côtés, il n'aura rien fait. Il va passer 10 ans sans rien apporter. Parce que c'est désordre. Nous sommes sur ce boulevard de désordre depuis des décennies. Et en réalité, on ne fait rien. On ne fait rien. Et regarde bien dans nos partis, nous n'avons même pas de gens préparés à diriger. C'est quelque chose qui arrive à se définir juste à lever, au soir des élections. Et qu'on commence à chercher qui peut être charismatique. Même Tshisekedi ne fait pas l'exception. Mais regarde comment il a peiné pour qu'il puisse nommer les premiers ministres, pour mettre en place les premiers gouvernements. On dit toujours l'Union sacrée majorité à l'Assemblée nationale. Vous voyez comment ils ont commencé à réunir les députés? Parce que déjà là-dedans, il y a un problème. Pour faire accepter le programme, pour faire accepter le gouvernement qui a été nommé, parce que là-dedans, ils savent qu'il y a des gens qui n'ont jamais été proposés par tel parti, mais qui se retrouvent au nom de ces partis, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et donc, tous ces désordres, les gens ne travaillent plus pour les pays, c'est ça la conséquence, ils travaillent pour les gens qui les ont positionnés. Voyez-vous? Or, si quelqu'un sait que je suis là parce que les partis m'a aligné pour les intérêts de la population du pays, vous verrez dans les différents ministères, les ministres se battent pour que chacun puisse imprimer sa marque. Ouais, mais oui, malheureusement, c'est un problème. C'est un problème. En réaction à ce qui s'apparente à un ultimatum lancé au chef de l'État, il y a Steve Bikaï qui fait partie de l'Union sacrée qui a réagi. Dans un tweet, il souligne que le président de la République est-il un homme seul? Il s'interroge. Si le chef fait le casting, donne la vision des orientations et des promesses, au-delà des acteurs sélectionnés pour l'exécution, il doit exister des piliers du régime dans l'ombre, véritables détenteurs du pouvoir qui font le suivi, la correction des dérapages, rappelle au chef de ses promesses et décide des sanctions négatives et positives à infliger aux acteurs apparents. Ils doivent
régenter les choses et orienter l'opinion en faveur du système. Au vu de ce qui se passe sur le terrain, les piliers du régime semblent bien inexistants. S'ils existent, nous dirions qu'ils ne sont pas à leur place. Ils s'occupent plus de leur survie que de celle du système, alors que sur le terrain, les choses vont très mal, l'opinion désorientée. Sans peur d'être contredit, nous pouvons affirmer que Fachi est un homme seul. Dorénavant, nous allons les titiller constamment. Est-ce que le diagnostic posé par Steve Mbikai correspond ou répond à la réalité? Bon, il a un problème. Vous savez que le président de la République, c'est lui qui sélectionne les proches, ses conseillers. Quand on est leader, on sait regarder. Regardez, on a nommé le gouvernement. Chaque ministre, il est en train de choisir qui des directeurs de cabinet adjoints, qui comme conseiller. Et voilà. Et chacun est libre. Il y en a qui ils cherchent les technocrates. Il y en a qui cherchent ceux qui leur sont loyaux. Il y en a qui estiment que non, celui-là, nous avons étudié ensemble avec lui. Il y en a qui disent non, celui-ci, il est de ma province, il me sera fidèle. Il y en a toutes ces raisons. Ils sont libres à eux. Mais ce qui est important, c'est que quand on arrive à un poste aussi important que celui-là, président de la République, premier ministre, ministre, DG, mais il faut sélectionner les meilleurs, les intelligences, pour que les peu de temps que vous soyez à la tête de ces ministères, à la tête du pays, que vous puissiez imprimer quelque chose de consistant. Mon cher ami, nous sommes l'unique pays. Donc vous donnez raison à Steve Mbikai qui estime que le chef de l'État est un homme seul. Mais j'ai dit, comme on a toujours dit, c'est un discours qui date. À l'époque de Joseph Kabila, lui-même est arrivé à me dire que je n'ai pas 15 personnes. Alors qu'il était entouré de gens. Un leader ne se plaint pas. Et Fachi en a combien aujourd'hui? Je ne sais pas, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. On sait qu'il est bien entouré. Et lui-même le sait. Mais il s'est plaint des erreurs du passé. Et Steve Mbikai le rappelle dans son tweet qu'il y a des dérapages qu'il faut corriger. Et une des premières erreurs du passé que moi je peux souligner, même s'il ne l'a pas dit, haut et fort, c'est continuer sur une action dont les résultats ne sont pas visibles. Par exemple, continuer avec l'Union sacrée. Mais c'est cela. Lorsque vous venez, ils sont partis aux élections, les premières élections, sur les tandems, c'était quoi? Cash. Les cas pour le changement. On connaissait que c'était l'IDP, c'était l'INC. Ils ont travaillé, ils ont sorti un programme. Et cette fois-ci, c'est qu'il est allé comme un indépendant. Et derrière, on a parlé de l'Union sacrée qui était là. Mais les députés, lorsqu'ils sont partis aux élections, ils sont partis. Chaque parti a allié ses membres, a aligné ses membres. Voyez-vous? Et les calculs politiciens, il le sait. Il est toujours différent. Parce que chacun veut avoir toutes les chances pour qu'il soit dans l'opinion. Pour qu'il gagne, pour que son parti rayonne, pour que ses membres puissent trouver quelque chose. C'est cela le problème. Mais maintenant, le chef, lui, en tant que chef, il a ce pouvoir en tant que leader de choisir les meilleurs. C'est sa responsabilité dans tout ça. C'est sa responsabilité. S'il ne choisit pas les meilleurs, son échec est là, il est à venir. Et il est pétant. Or, il ne faut jamais souhaiter l'échec du président de la République. Parce que lorsque le président échoue, c'est nous tous qui échouons. C'est les pays qui n'avancent pas. C'est les routes qui ne sont pas construites. C'est les hôpitaux qui ne sont pas construits. Voyez-vous? C'est les emplois qui ne sont pas créés. Et ça, c'est dangereux. Nous sommes un pays à dimension continentale. Voyez-vous? Est-ce que nous sommes à enfin, le chef de l'État ne veut pas sanctionner ceux qui ne saluent pas à sa vision parce qu'il estime que son pouvoir est fragile et qu'il risque de le fragiliser davantage? Vous savez, lorsqu'on commence, on aura la culture de démissionner, peut-être on va actionner quelque chose. Lorsqu'on estime, on voit que toutes les possibilités ne sont pas même de réussir, on démissionne. Lorsqu'on verra ça un jour, un ministre, un président de la République. Vous parlez de qui? Tout le monde? Je parle de tout le monde. Vous parlez du chef de l'État qui doit démissionner? Mais vous savez que nous sommes l'unique pays, je peux dire, je ne sais pas trop, même en Côte d'Ivoire, ils ont l'autoroute. Nous en avons ici chez nous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez combien sont engagés aujourd'hui
Mais on se contente d'avoir de sauts de moutons ici chez nous. Vous savez que lorsqu'on étudiait, on se battait pour savoir comment écrire une demande d'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez me dire qui a été engagé quelque part puisqu'il a écrit une lettre de demande d'emploi bien motivée et que c'est lui qui est chargé de l'équipement, ressources humaines, directeur général ou qui sais-je encore, il a dit non, ça, c'est de l'intelligence et la technologie. Non. Les gens sont engagés selon qu'on est d'un parti politique ou d'un autre, selon qu'on est d'une telle tribu ou d'une autre. Et c'est là, il y a un problème énorme de compétences. Et ça, nous tuons les pays. Les pays, c'est mère. Et nous regardons. C'est là le problème. La problématique, il faut se battre pour que ce pays puisse revenir sur les rails afin qu'on puisse évoluer. Sinon, c'est compliqué. Et je l'ai dit, la culture des démissionnaires voudrait, lorsqu'on essaye avec ses efforts personnels que ça ne marche pas, on rend les tabliers afin que ceux qui peuvent changer les choses, qui puissent venir. Le président de la République, Tshisekedi, il peut avoir toute la bonne volonté, mais s'il n'est pas bien entouré, il ne fera rien. Les jours passent et rien ne sera fait. En tout cas, il devient impérieux à partir du moment où l'Union sacrée ne sait pas se rabattre sur ses jambes, de corriger les erreurs, parce qu'on a l'impression que la RDC est devenue la cour du roi Péto. Il n'y a plus de chef. Chacun fait ce que bon lui semble. Chaque cacique du régime fait ce qu'il veut. Chacun est désormais chef à son niveau. Alors on se perd dans ce brouillard. Eh bien, il y a lieu de rectifier les tirs. Voilà. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, promet ou annonce l'ouverture du procès public contre Corneille Nangaa, le chef de file de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, et ses complices de ces mercredis prochains. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que le ministre Constant Moutamba est sur la bonne voie ou c'est encore du populisme? Et qu'est-ce que cela peut changer quand on sait que l'Est du parti reste encore sous la menace de plusieurs groupes armés, dont le M23 et l'AFC Nangaa? Non, lorsque je vois les actions que pose l'actuel ministre de la Justice, son Excellence Maître Constant Moutamba, je me dis qu'il est en train de déposer les actes qui devraient nécessairement être posés. Parce qu'on ne peut pas être toute une nation. Être là en train de pleurnicher parce qu'il y a Corneille Nangaa et quelques membres de son staff qui sont en train de semer terreur à l'est de la République et que rien n'est fait. Voyez-vous, il y a plusieurs infractions qu'ils sont en train de commettre. Les assassinats, agressions, crimes contre l'humanité. Toutes ces infractions-là sont mises à leur charge. Et nous avons nos juridictions à même de connaître ce type d'infractions et de les condamner. Et s'ils sont dans ces pays, les arrêter partout où ils peuvent être et qu'ils viennent purger la peine. C'est encore l'une des solutions qu'il faut faire. Et moi, si je suis sélectionné avocat de la République, je porterai ma toge, je partirai dans cette audience-là, je plaiderai pour la République afin que ces individus soient condamnés. Alors, quelle est la logique dans tout ça quand on sait qu'il y a de compatriotes, de Congolais, de pères et de mères qui ont eu à commettre des exactions dans l'Est du pays, après, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement? Ça a toujours été un piège. D'abord, si vous prenez politiquement parlant, si on prend les groupes des Nang et les autres, ils revendiquent quoi? Vous êtes des journalistes, vous avez entendu quoi? Ils viennent avec quel discours? Rien. Ils réclament quoi? Rien. Mais au moins, ils tuent, ils prennent les villages et les territoires. C'est horrible. En plein 21e siècle, on est là, impuissant, on ne sait pas neutraliser ces gens. Ils n'ont aucun discours. On veut ouvrir un procès contre Nangaa. Entre-temps, il y aurait de pourparlers en coulisses pour calmer le jeu ou dialoguer et faire taire les armes. Voilà, et ça passe par
des personnes interposées. Vous parlez en coulisses. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a un système. Ça ne sert à rien d'aller en coulisses. Il faut en découdre. Ce n'est pas une forme de pression. On veut Parce qu'en coulisses... faire pression à Nanga. En coulisses, c'est-à-dire quoi? Vous prenez Nanga, par exemple. Vous discutez avec un Nanga, vous lui donnez des millions. Vous les faites venir ici. Il est ministre, il est quoi? Je ne sais pas quoi. Mais les systèmes qui est mis en place, ceux qui ont mis les systèmes en place, je ne pense pas qu'ils sont au Congo. Ce sont peut-être les multinationaux, on parle du Rwanda, on parle des Américains et des autres. Ils utiliseront quelqu'un d'autre. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils prendront quelqu'un d'autre, et puis nous irons négocier avec celui-là, il vient à notre... Le problème, c'est de trouver, de soigner la plaie. La plaie, il faut déstabiliser la le système, il faut l'écraser, il faut les démanteler. Voilà. Déboulonner comme le chef de l'État l'avait dit. Voilà les systèmes. Parce que ce système, il perdure. Il est là depuis plus de 3 décennies. Plus de 30 ans. Le système tue et en contrepartie, reprend les minéraux. Ils vont se faire des millions et des millions de dollars là où ils vont. Et donc, on doit avoir les laboratoires politiques à même de proposer des solutions appropriées. Lorsqu'on ne sera pas capable de démanteler ce système, c'est dénéant. Je vous ai dit que Nang était ici à Kinshasa, il n'y a pas 6 mois. Il quitte, il va à l'Est, il devient tout puissant. D'où il a eu les armes? Et même s'il était soutenu par le Rwanda, vous pensez que le Rwanda, là, c'est toujours un pays à même de faire tête à la République démocratique du Congo, tel que nous sommes là? C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à diagnostiquer les vrais problèmes afin de proposer les vraies pistes de solutions. Il faut qu'on y arrive. Ceux qui travaillent dans l'armée, services de renseignement, les politiques qui parlent politique midi soir, ils doivent chuchoter aux oreilles du chef de l'État et en lui proposant de vraies solutions. C'est pourquoi nous avons des problèmes, même de communication, pour parler concrètement de ce qui se passe à l'Est de la République. Parce que le problème semble avoir beaucoup de difficultés pour être posé. Mais ce qui est grave, c'est que nous ne pouvons pas supporter que nos compatriotes puissent souffrir tels qu'ils sont en train de souffrir. Il y en a qui ne savent pas étudier parce qu'ils sont tout le temps en brousse. Il y en a qui meurent de faim. Il y en a qui meurent parce que par balle. C'est des générations comme ça qui sont perturbées et ça fait mal dans la tête. Et donc, si c'est le Rwanda, on déclare la guerre officiellement au Rwanda. Nous allons chez lui. C'est une guerre qui ne prendra pas des semaines. Avec quels moyens, bien entendu? Non, le chef de l'État a dit que nous avons aujourd'hui les armes nécessaires pour faire la guerre au Rwanda. Faisons-les. Alors, si c'est Nang, demain, avec le procès qu'ils ouvrent, j'espère que ça ne prendra pas beaucoup de temps, on y va, on condamne ces gens et on se lance. On va les chasser partout où ils se retrouvent. Est-ce que c'est opportun? Parce que c'est risque d'être comme un... Les infractions risque de se révéler un fait d'artifice alors que le véritable problème n'est pas résolu. Ces gens ont commis des infractions et ils doivent être poursuivis, condamnés et punis sévèrement par l'État congolais. Et donc, c'est important que ce procès ait lieu. Lorsque ce procès aura lieu, effectivement, je pense ça va décourager ceux qui ont des intentions... Ça va décourager ceux qui ont toujours tendance à être exploités. Puisque même les Nang, là, je pense que ce sont des gens qui sont manipulés. Ils sont manipulés par les billets d'argent, ils sont manipulés par des promesses de conquérir le pouvoir. Vous ne savez pas le pouvoir pour gérer qui? Du moment où vous êtes en train de tuer tout le monde. Vous allez diriger qui? Du moment où les minéraux sont en train d'être pillés. Et quand vous viendrez, les richesses, vous les trouverez où? Merci beaucoup, maître. Est-ce que nous pouvons naître dans la souffrance, vivre dans la souffrance, grandir dans la souffrance et mourir dans la souffrance dans ces pays, alors qu'on dit que toutes les richesses du monde se retrouvent ici? Ouais, la République du Congo. Et en entre-temps, on dit nous venons naturelles à foison. En politique, quand on vient faire quoi en réalité? Est-ce que nos politiciens ont vu les richesses qu'on a? Est-ce qu'ils ont vu la misère qui subit la population congolaise? Merci beaucoup, Maître Kizito. L'émission est terminée. Votre dernier mot. Merci. Je pense que nous devons nous battre, surtout la nouvelle génération, les jeunes gens aujourd'hui. Il est temps de penser aux vrais problèmes, de s'engager afin de poser
ou d'amener les vraies solutions qui seront à même d'apporter les solutions. Parce que le bonheur, nous n'irons pas les trouver en France, en Belgique, nous y étions, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de consistant. Battons-nous ici, chez nous, afin que demain soit meilleur pour nous-mêmes. Et alors, à ceux qui viennent en politique, qui ne viennent pas en politique avec des agendas cachés, cherchant chacun son pain, non, il faut s'engager pour le bonheur du peuple. Là, c'est le dernier mot de Maître Kizzy Tongoyi, analyste politique indépendant, je précise. Il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. En tout cas, vous l'avez constaté ici. Nous faisons quand même le devoir de vous donner ce qu'il y a de mieux à vos oreilles et à vos yeux. Et l'émission est complètement terminée. Merci à vous tous que nous avez regardés. Si vous nous rejoignez pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Nous vous retrouverons avec la même dose de plaisir. Bonne soirée.